La Côte d'Azur est une terre où les fleurs façonnent le temps, le paysage et les traditions. Elles ne sont pas seulement cultivées, elles sont célébrées. Safran, mimosa, jasmin, violette, chaque pétale porte une mémoire. Elle marque les saisons, réveille les sens, façonne les gestes. Dans ce documentaire, nous suivons leurs traces. Des hauteurs de l'arrière-pays au jardin ouvert sur la mer, nous écouterons celles et ceux qui les cultivent, les cueillent, les transforment. Un héritage vivant, enraciné, qui fait la richesse de notre patrimoine floral. Alors la cabane à safran a été créée en 2010 et moi je suis arrivée dans la région en 2011. J'ai repris la ferme à mon nom et j'ai ajouté du maraîchage et les poules pondeuses. Alors le safran, c'est un crocus déjà, Crocus sativus. C'est le seul crocus comestible de sa famille et c'est une plante à cycle inversé, c'est-à-dire qu'elle va fleurir en octobre. Toute sa croissance se fait en hiver, elle va faner au printemps et tout l'été les bulbes se reposent. C'est un bulbe donc qui se renouvelle chaque année. Il y a un bulbe mère qui crée des bulbilles et donc la safranière, si elle se plaît là où elle se trouve, se densifie. En 2010, on a planté 10 000 bulbes. Aujourd'hui, je pense que je suis pas loin des 350 000. Donc c'est dire à quel point ici il se plaît. Il lui faut deux choses très importantes. Un sol drainant. Comme toute la famille des bulbes, il déteste avoir les pieds dans l'eau. Et une exposition ensoleillée. Le safran, il fonctionne avec la lune. La 10e pleine lune de l'année, c'est elle qui conditionne le pic de production. Donc c'est la pleine lune du mois d'octobre. En fonction de la date de cette pleine lune, elle tire les fleurs pendant toute sa progression vers la pleine lune. Une fois que la pleine lune est passée, eh bien c'est là où le pic de production, le pic de floraison a lieu. C'est un petit malin. Des fois, là cette année par exemple, j'ai des journées de 25 000 fleurs. Le jour suivant, on en avait 500. Et le jour d'après, 15 000. C'est vraiment un peu aléatoire. Il y a des années, c'est beaucoup plus lisse. Des années, c'est vraiment en dents de scie. Et il y a des années, tout est concentré en quelques jours où on fait 50 000 fleurs par jour. Et là c'est un peu intense. Quand on ouvre un pot de safran, c'est assez enivrant. Il y a quelque chose de vraiment d'enivrant avec le safran. Et puis c'est mystérieux parce qu'en effet, comme il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment on cultive, comment est produit le safran. On voit ça dans son supermarché ou dans son épicerie fine. On voit ces pistils rouges dans un pot, d'où ça sort, comment c'est apparu, quelle est l'origine de ça. Et de se rendre compte que c'est une petite fleur qui fleurit les beaux matins du mois d'octobre sur l'impulsion de la pleine lune, ben c'est vrai que ça ajoute au mystère. Nous on est dans le champ, 7h30, 8h selon la luminosité. On ramasse toutes les fleurs. Dans la journée, il faut ramasser, émonder, faire sécher. Et le lendemain, on relance la même chose. C'est tous les jours pareil, avec des différences de fleurs, de quantité de fleurs. Et c'est ça qui fait le sel un peu de la récolte. Après, on fait le processus de séchage et ensuite, moi, je reconditionne pour
livrer à mes chefs ou à les vendre sur mes marchés. Et ensuite, c'est dans les cuisines que ça se passe. L'intérêt culinaire, c'est que c'est un exhausteur de goût. C'est aussi un antidépresseur puissant. Donc en plus de ça, quand on mange du safran, en général, on se sent bien après. Selon la quantité qu'on en met, on n'est pas forcément obligé de le mettre pour que ça sente forcément le safran, mais il a la vertu de relever le niveau de toutes les autres saveurs du plat. S'il est dans un plat où il y a énormément de saveurs différentes, on va pas forcément le déceler lui particulièrement, mais par contre, il va contribuer à ce que le plat soit vraiment plus goûtu. On se retrouve tous autour de cette fleur, l'odeur, le parfum, le toucher et la soie de la fleur. C'est vraiment quelque chose d'hypnotique, on aime beaucoup ça. Et ensuite, on passe beaucoup de temps autour de cette table à faire ce geste mécanique qui est d'enlever le pistil de la fleur. Et au final, très rapidement, c'est un geste, le cerveau le fait tout seul. Et on a tout notre espace de cerveau disponible pour discuter de plein d'autres choses. Ou pas. C'est aussi une activité très méditative. Le safran, c'est vraiment une aventure incroyable. Entre le toucher de cette fleur, son environnement, les amis, l'ambiance de cette récolte incroyable parce que c'est assez exceptionnel de vivre ça dans ce cadre-là. Donc ah oui, c'est grand bonheur pour moi. Quittons les hauteurs de Venançon pour rejoindre Tanneron, où le mimosa, soleil de l'hiver, recouvre ses collines d'un jaune éclatant. Michel Lovera, président du syndicat agricole, partage avec nous cette culture emblématique et ce qu'elle représente pour le territoire. Alors je suis président du syndicat des exploitants agricoles de la commune de Tanneron, fraîchement élu chambre d'agriculture. Et en fait, moi je suis là surtout pour faire découvrir et connaître au niveau de toute l'agriculture notre profession qui est la culture du mimosa et la culture de l'eucalyptus, qui est, comme on nous appelle souvent, culture orpheline, parce qu'on n'est pas connu dans le monde agricole. On parle souvent de l'élevage, des céréales, de la viticulture, mais notre type de culture n'étant pas connu, donc je suis là pour porter un peu la voix de tout ça et la faire connaître dans le monde agricole et essayer d'être au même niveau que les autres, quoi. Notre produit est connu, on va dire, pas dans le monde entier, mais une grosse partie de l'Europe. Et le mimosa et l'eucalyptus est exporté sur toute l'Europe. Nous, les producteurs sur Tanneron, on fait uniquement la fleur coupée. Donc pareil, c'est des bouquets que vous allez retrouver chez les fleuristes. Et après, vous avez à côté de ça, des jeunes, des moins jeunes, des retraités qui ils demandent des autorisations en mairie pour récolter le mimosa sauvage. Et ce mimosa sauvage va être transformé pour faire l'huile essentielle et la concrète pour la parfumerie. Et en fait, le mimosa, c'est la fleur du moment. Et puis, ça découle quand même il y a beaucoup de monde qui travaille autour de ça. Et c'est pour ça qu'on l'honore et qu'on le fête un peu partout, dans tous les villages et dans toutes les villes de la Côte d'Azur. Quand on part de Bormes-les-Mimosas jusqu'à Menton, vous avez un peu du mimosa un peu de partout. Et c'est le rayon du soleil finalement en plein milieu de l'hiver. Quand vous avez des temps un peu gris comme aujourd'hui, vous avez ce mimosa jaune, on a l'impression que le soleil remonte de la terre, non pas que le soleil vienne du ciel. Il faut arrêter de toujours aller chercher ce qu'on a à l'autre bout du monde alors qu'on l'a juste devant la porte, quoi. Mais il faut revenir à ce contact avec l'agriculture et avec les agriculteurs surtout. Il faut revenir et comprendre comment ça pousse, comment c'est produit. Et je pense que le contact avec les gens et les agriculteurs se fera mieux. Il faut pas hésiter à venir nous rencontrer. On est dans les champs, on travaille, vous êtes là, vous baladez. Vous venez nous rencontrer, on va prendre 5 minutes, on va discuter, on va expliquer notre travail. C'est pas un métier facile, c'est vrai que c'est dur. On regarde pas les heures, on regarde pas les jours. Quand il faut faire le travail, on le fait.
Mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses derrière tout ça et que les gens, il faut qu'ils reviennent pour se remettre en contact avec la terre et tout ça, quoi. Alors ici on est au Mine Fleurs de Nice, c'est le marché de gros des fleurs. C'est là qu'il y a les producteurs vont venir apporter tout ce qu'ils produisent et il va y avoir un échange à acheter et ça va partir après ou dans les magasins locaux ici ou ça peut partir jusqu'à Paris, jusqu'à l'étranger. Voilà. Donc on est vraiment sur une plaque tournante du marché des fleurs. Et ici on a toutes ces fleurs là parce que c'est les fleurs qui vont nous servir pour ce week-end, donc on vient chercher la veille. Pour les chars et pour la décoration du village, pour la fête des violettes à Tourret-de-Sourdoux. Je suis installé depuis janvier 2000, donc j'ai repris l'exploitation de mes parents. D'ailleurs, mon père venait ici vendre les violettes en fleurs coupées. On n'est plus que 3 producteurs, donc il faut préserver ce savoir-faire présent ici. C'est vraiment important et présent, surtout pour dynamiser la fête de la violette et reconnu maintenant, j'espère, mondialement. Je suis impliqué au niveau syndical. C'est-à-dire que je suis président d'un syndicat local qui regroupe des agriculteurs pour essayer de faire vivre un peu l'agriculture dans le secteur et essayer de le promouvoir. Et ça consiste à animer. Donc là, aujourd'hui, on va apporter des fleurs locales qu'on va mettre en valeur. On va bien dire que c'est les fleurs de chez nous. Mais ça peut être également organiser un marché. Je pense au marché de Gourdon que je fais chaque année lors du jeudi d'Ascension. Voilà. Tout ça, c'est pour promouvoir tous les produits agricoles locaux qu'on a. La violette, c'est vraiment une fleur d'hiver. Donc, naturellement. Alors maintenant, c'est vrai que les fleurs viennent du monde entier. Mais de base, c'est vraiment la seule fleur qu'on peut avoir pour Noël, pour la Saint-Valentin, locale et de saison. Voilà. Donc, on commence. Alors, ça s'est perdu un moment, mais maintenant, on commence à revenir à ces choses fondamentales. Et notamment dans la gastronomie, où ils vont pas faire des fraises au mois de décembre. Par contre, ils vont peut-être nous mettre des fleurs de violette et ils vont apporter quelque chose d'original et complètement cohérent avec l'esprit qu'on peut avoir maintenant dans la gastronomie. C'est vrai que c'est un marché de fleurs comestibles qui commence à se développer dans le bon sens. On est sur des agriculteurs qui sont vieillissants, on va dire. Et on a du mal à retrouver preneurs sur la fleur alors qu'on a un potentiel, enfin vraiment c'est une identité qu'on a toujours eu ici. On n'a pas, quand vous traversez le département, on voit pas beaucoup de culture, mais par contre on voit encore un peu de serre. Et la seule chose qu'on fait et qu'on fait bien depuis longtemps, c'est la fleur coupée. Et le défi qui va nous arriver dans les années à venir, c'est de se garder, nous en tant que syndicat, même chambre d'agriculture, d'essayer de garder un peu ce potentiel et de ne pas perdre complètement la fleur coupée, que ça devienne vraiment quelque chose qui n'existe plus, quoi. Donc ça, c'est un défi sur les années à venir pour qu'on arrive à motiver à la fois les jeunes et à la fois la clientèle à acheter local, parce que c'est très important. Christelle Archer, producteur exclusif Maison Christian Dior, nous accueille dans sa cité des fleurs où jasmin et fleurs d'oranger dessinent un paysage de senteurs. Elle présente son exploitation, son partenariat et le lien unique qui l'unit à ses fleurs.
ici, on est sur la propriété de Florapolis, donc Flora pour fleurs et Polis pour cité, donc sur la cité des fleurs, où dessus il y a des orangers et du jasmin. Ce qui m'a poussée à me lancer dans cette aventure, déjà c'est un changement de vie à 40 ans, puisque je suis retournée à l'école durant 1 an et demi pour avoir un diplôme de chef exploitant agricole, option plantes à parfum. En fait, c'est venu d'une passion pour les odeurs que j'ai depuis l'âge de 9 ans, où comme beaucoup de petites filles, je commençais à collectionner les mignonnettes de parfum. Et en fait, il s'est avéré que l'odeur, c'est vraiment un des sens les plus développés que j'ai. Je me rappelle pas trop des images, je me rappelle pas trop des sons, mais par contre l'odeur c'est vraiment quelque chose qui reste dans ma mémoire. Et du coup, de façon assez naturelle, quand j'ai décidé de changer de vie, je me suis tournée vers ma passion et j'ai essayé de mettre en œuvre les différentes étapes pour pouvoir en vivre. Alors ma collaboration avec la maison Christian Dior a commencé donc en 2015, donc ça va faire 10 ans cette année. J'ai eu la chance dès mon installation donc de contracter directement avec cette maison de luxe. Grâce à eux, j'ai pu cultiver les fleurs et faire un travail de qualité, parce que ils ont mis en place différentes stratégies, process et accompagnements qui me permettent de bien valoriser mon travail et du coup de faire une fleur de qualité exceptionnelle. Et aussi le fait d'être avec la maison Dior, pour moi c'est évidemment une reconnaissance, puisque c'est la maison de luxe de parfum. Et ensuite, d'un point de vue plus pratique et plus, on va dire, en tant que chef d'entreprise, le fait d'avoir un client solide comme ça, pour moi, c'est évidemment quelque chose de positif, parce que ça me permet vraiment de me concentrer sur mon travail et de ne pas avoir le souci de après le travail. C'est la fleur qui dit le jour de démarrage de cueillette et la fin. Donc là-dessus, on n'a aucun pouvoir de décision. Ça fluctue en fonction de la météo, de l'ensoleillement, de la température, de la pluie, du vent. En ce qui concerne la fleur d'oranger et le jasmin, on démarre toujours une cueillette au lever du jour. C'est là où la fleur est la plus fraîche et où la qualité olfactive est la mieux. En ce qui concerne la tubéreuse, par contre, c'est différent. On cueille plutôt le soir, parce que c'est une odeur qui s'épanouit plus en fin de journée avec une chaleur plutôt forte. Quand on démarre à 6 h le matin, le jasmin qui fait 27 degrés, qu'on va être en plein soleil, qu'on fait tout à la main, enfin il y a des passages difficiles physiquement. Le fait de savoir que derrière tout ce travail, il va être mis en valeur, il va être sublimé par des créations olfactives reconnues et par un nez reconnu qui saura les apprécier. Pour moi, ça aussi, c'est un vrai plaisir. C'est du bonheur, quoi, de savoir que derrière, ça ne fait pas quelque part que ma passion égoïstement. C'est que derrière, ça sert à faire d'autres choses, à d'autres gens, à des millions de gens. À Nice, la Villa Masséna nous ouvre ses portes. Roberto Dallo, historienne responsable du bâti et des jardins monuments historiques, nous parlera des fleurs, de leur histoire sur la Côte d'Azur et des grandes festivités qui leur sont dédiées. Alors ici, nous sommes dans la villa de villégiature de Victor Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli. Cette villa, donc, il l'a conçue avec des architectes Tersling et Messia, aujourd'hui ouvert sur la mer, parce que cette villa est devenue le musée Masséna, qui était un don donc de la famille Masséna pour la ville de Nice. Nous sommes également dans un monument historique. C'est un monument classé au titre des monuments historiques, avec un jardin qui vient d'être labellisé Jardin remarquable, tout simplement parce que son concepteur est Édouard André, un des plus grands architectes paysagistes du 19e et 20e siècle. Quand on évoque Nice, on parle souvent du bleu de la mer.
Mais Nice n'est pas qu'une histoire de bleu. Nice, c'est aussi et peut-être même avant tout une histoire de fleurs. Et cette histoire remonte à l'Antiquité, donc à Séménélum, à Nice antique. Pline l'Ancien avait écrit en son temps une histoire naturelle où il avait consacré un livre entier à la culture des fleurs. On se retrouve au XVIIe siècle avec une histoire des fleurs dans les jardins des moines, notamment dans l'abbaye de Saint-Pons, qui cultive donc pour produire, pour vendre de nombreuses fleurs, dont notamment des violettes. Il y a aussi, bien entendu, le jardin du monastère de Cimiez, des franciscains. Donc, il n'est pas simplement un jardin de moines, mais aussi un jardin de fleurs. C'est d'ailleurs eux qui vont inventer la fameuse salade, le mesclun. Après cette période du XVIIe siècle, on rentre vraiment dans la grande période florale niçoise. La culture des fleurs va de pair avec une innovation du XIXe siècle qui est la serre. On pense évidemment au Crystal Palace à Londres et celle du jardin d'acclimatation à Paris. Et donc ces serres permettaient une culture florale toute l'année et particulièrement dans la saison hivernale puisque c'est à ce moment-là que les villégiateurs venaient sur la Côte d'Azur. L'engouement pour les fleurs se retrouve aussi dans l'architecture, notamment à la Villa Ephrussi de Rothschild où les fleurs sont dans les mosaïques, dans les stucs, au sol, de partout, évidemment dans ce jardin qui est somptueux. Un autre exemple est la demeure le Palais Baretti qui possède une très grande frise florale d'amaryllis assez somptueux et qui est vraiment un bel exemple de tout ce que la ville possède de villas et d'immeubles garnis de fleurs. Nous arrivons à la période française en 1860, donc Nice devient française. Le chemin de fer arrive et la possibilité du chemin de fer, c'est de pouvoir exporter de manière massive les fleurs à travers toute l'Europe. Mais il y a une autre donnée indispensable pour produire des fleurs, c'est l'eau. L'eau, c'est le canal de la Vésubie en 1885 qui donc va arroser la globalité des collines de la ville de Nice et qui fait que, grâce notamment aussi aux immigrés italiens qui arrivent en masse à partir de cette époque-là, nous avons toutes les collines niçoises qui sont couvertes de cultures de fleurs. Un des emblèmes de la ville de Nice, c'est l'œillet niçois, qui va petit à petit envahir effectivement toutes ces collines. Alors cette production florale est bien entendu présente dans un marché qui est à l'époque de renommée internationale, qui est le Coursalia, mais surtout après le marché d'intérêt national, donc les mines, qui vendaient à travers le monde entier les fleurs locales. En 1975, le marché n'est plus concurrentiel et c'est le marché hollandais qui a repris la main. On ne peut pas parler de fleurs sans parler de fêtes et la fête de Nice, c'est le carnaval. Ce carnaval renaît à Nice en 1873. Cette fête populaire, qui est le carnaval, a été augmentée en 1876 à l'initiative d'Alphonse Karr, qui est le jardinier, romancier, poète, qui s'est installé à Nice et qui a eu l'idée de créer une bataille de fleurs. Donc, où chaque famille pouvait concevoir son petit char ou sa voiture ornée de fleurs. On retrouve aussi sur la Côte d'Azur le combat naval fleuri de Villefranche ou les fêtes du mimosa ainsi que celles de la violette. So far away from me this morning, the whispering ups they call me. Our mystery bond, this light is gone in front of me. The stars are holding off the heart, all my burn the top, the stress is put aside, the fire is leading me. Fire is leading me. Fire is leading me. The stars
ici, les fleurs s'inscrivent dans le quotidien des Azuréens. Elles marquent un territoire, un lien à la terre, à l'homme. Elles sont matière vivante, savoir-faire, transmission. Ce premier épisode nous a mené là où tout commence, dans les champs, au creux des gestes. Mais derrière chaque floraison, un prolongeant s'annonce. Dans les lieux où l'on extrait, où l'on compose, où l'on transforme.